Voilà, merci beaucoup d'être présent ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et on va essayer de vous faire passer maintenant une bonne matinée qui va consister, vous le savez, puisque vous avez consulté le programme, d'abord la restitution des tables rondes qui ont lieu hier matin, puisqu'en fait elles avaient lieu en simultané, donc vous ne pouviez pas participer à chacune d'entre elles. Restitution donc de ces tables rondes et puis aussi des visites d'entreprises qui ont été effectuées hier après-midi. Premier point. Et puis ensuite, nous verrons avec les invités, enfin tous ceux qui sont ici, les perspectives, les illustrations de la mise en œuvre du tourisme industriel. On a un certain nombre d'invités qui vont se succéder tout à l'heure. Ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez bien sûr intervenir, surtout au niveau de cette première partie de matinée, c'est-à-dire la restitution des tables rondes et des visites, pour que à la fois effectivement les gens qui sont là puissent vous donner leur ressenti, mais que vous aussi vous puissiez participer donc à cette première partie de matinée de façon plus active peut-être. Alors, on va commencer par la table ronde numéro 1. Elle s'inscrit juste devant vous. Vous pouvez, j'espère, la lire, enfin presque en totalité. De toute façon, on a avec nous, alors je rappelle l'intitulé, vous l'avez, pourquoi et comment sauvegarder la mémoire industrielle. Il y a eu un certain nombre de visites qui ont été faites, Arbel, Fauvérail, AFR, et puis également ce qu'on appelle le centre de mémoire, c'est la verrerie d'en haut, c'est à Aniche. Et pour nous faire cette restitution, on a deux ou trois personnes. On a Alain Chopin, qui est président Mémoire du Travail. Bon, dans la salle, également Tristan Hoquet, qui pourra intervenir s'il le souhaite, puisqu'il a participé. Et puis André Dubuc, qui va également, je crois que ça serait bien que vous ayez des micros, donc si vous voulez venir les prendre, qui va également nous parler. Alors, je voudrais commencer par la table ronde. On va commencer par là et vous demander un petit peu comment les grands axes que vous avez ressentis. On voit bien pourquoi et comment sauvegarder et valoriser la mémoire industrielle. Quand on a préparé, vous m'avez dit, moi, il y a un seul mot il y a un mot qui m'a beaucoup interpellé, c'est le mot pourquoi. C'est là-dessus que je voudrais m'exprimer, m'avez-vous dit. Oui, en fait, cette table ronde, donc c'était, je rappelle l'intitulé, pourquoi et comment sauvegarder la mémoire industrielle. Et la question que j'aurais posée avec vous, c'est est-ce qu'on a répondu à cette question? Est-ce que la table ronde a permis d'avancer dans cette question, quoi? Et le premier intérêt de cette table ronde, c'était dans la diversité des structures présentées, puisqu'il y avait d'un côté l'écomusée de Fourmi-Trélon, donc Alice Cornier. Il y avait d'un autre côté une maison d'édition, la Contralée de Benoît Véril. Et puis, il y avait aussi donc, l'association Procitec, qui, en particulier, met en réseau toute une série de musées dans la région. Et donc, la diversité de ces trois structures, qui toutes les trois sont liées par leur thème, s'intéresser aux mémoires du travail, et en même temps sont très diverses, a été un premier intérêt, quoi. Donc la table ronde a consisté donc à présenter chacune de ces associations, quoi, de ces structures. Je vais le faire très rapidement en 2 mots pour chacune peut-être. Ouais, c'est surtout le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a interpellé là-dessus? Mais je vais y arriver. Je vais y arriver très rapidement. Simplement, donc la Contralée, c'est une maison d'édition qui est installée donc à l'île Fives. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'île Fives, mais c'est dans la banlieue. Enfin, non, c'est à Lille, c'est pas dans la banlieue, c'est à Lille. Et donc, c'est un quartier qui a été marqué de façon très, très forte par la présence d'une industrie qui était Fifcaille Babcock, qui a employé plus de 5000 ouvriers à une époque donnée, qui est fermée depuis l'an 2000. Et donc, tout le quartier est marqué par cette présence. Et ce que fait l'association de Benoît Véril, avec la maison d'édition de Benoît Véril, c'est essayer de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un quartier aussi marqué par cette mémoire industrielle au moment où ce quartier est en train de se transformer, au moment où on détruit certaines parties, au moment où on reconfigure d'autres parties, au moment où on crée une place. Et donc les écrivains qui travaillent avec Benoît Véril arpentent le quartier, s'imprègnent de son atmosphère, publient des ouvrages et permettent ainsi de contribuer à la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire habiter un tel quartier, quoi. L'écomusée de Fourmi-Trélon s'intéresse, donc présente des collections sur le verre, sur le textile, le bois ou le paysage, mais aussi s'interroge sur sa propre existence, essaie de se repositionner, essaie de redéfinir ce que c'est qu'un écomusée et associe à la présentation des collections le geste d'artistes contemporains qui viennent interroger ces collections et on pourrait dire en quelque sorte les mettre en crise, quoi. Et le troisième donc c'est Procitec. Procitec qui, entre autres,
Bon, Procitec a un champ d'activité assez large, mais qui, entre autres, met en réseau toute une série importante de musées dans la région, associant des musées importants ou des grandes structures, comme ici à Le Ward ou comme à Calais, le musée de la dentelle et de la mode, et aussi des musées beaucoup plus modestes qui sont animés par des bénévoles, quoi. Et cette mise en réseau permet à chacun de confronter sa pratique avec celle des autres musées. Et donc ainsi, je pense qu'une des visées de Procitec, c'est d'arriver à faire monter en qualité les présentations de ces différents musées. Voilà. Donc ça, c'est un peu la présentation qui a pris une grande partie du temps de cette table ronde, si bien qu'on est arrivé à la fin sans avoir vraiment tout à fait posé la question, sauf que M. Dubuc, à ce moment-là, est intervenu pour dire, bah oui, mais quand même, on est réunis pour dire le pourquoi et le comment. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il était l'heure d'aller déjeuner. Et donc, on s'est un petit peu arrêté là. Et donc, moi, j'aimerais bien, ici, poursuivre un peu avec vous cette réflexion sur le pourquoi et le comment. D'accord, donc ça, on le verra tout à l'heure. En fait, la question qui se pose, dans ce que vous avez fait comme visite, c'est est-ce qu'on est dans la contemplation, entre guillemets, du passé, avec ce que ça veut dire, ou est-ce qu'on est justement sur l'interrogation que nous pose ce passé pour pouvoir mieux rebondir dans des projets d'avenir? C'est ça le sens de la question. En fait, la question qui semblait se poser quand même derrière tout ça, sur le pourquoi, c'était est-ce qu'on est dans la contemplation passive et ravie du passé, ou bien est-ce qu'on est dans l'interrogation? Et ce qui me semblait naître des trois interventions quand même, des trois structures, c'était cette question s'interroger en fait. Et pour s'interroger, mon sentiment est qu'il faut qu'il y ait deux pôles au moins, quoi. S'il n'y a que le pôle du passé, on est vite dans la contemplation ou dans la nostalgie, même si la nostalgie, je pense, n'est pas à rejeter, quoi. C'est aussi un sentiment qui peut être agréable. Mais pour qu'on puisse s'interroger vraiment, pour qu'on puisse penser les choses, il faut qu'il y ait deux pôles, je pense, quoi. Donc le pôle, par exemple, du passé, voilà ce que nous avons été, comment nous avons travaillé il y a quelques années, au siècle dernier. Et par rapport à ça, où est-ce que nous en sommes maintenant, quoi. Comparer où est-ce que nous en sommes maintenant avec ce qu'on faisait avant. Et ainsi pouvoir se dire, et comment on va évoluer encore dans les années qui viennent, quoi. C'est un peu de cette tension entre passé et présent qu'à mon avis peut naître l'interrogation et la pensée. D'accord, très bien. Alors, André Dubuc, vous avez été interpellé par ce qui vient d'être dit, et puis vous êtes là aussi pour dire votre sentiment. Oui, alors je suis intervenu hier pour insister sur la nécessité de se poser de cette question qui est fondamentale pour tout projet d'ailleurs, hein, c'est de se poser la question du pourquoi du projet. Est-ce qu'il est évident qu'il fallait conserver la mémoire de la mine? Est-ce qu'il est évident qu'il faut continuer à visiter les châteaux, les cathédrales gothiques, etc. Alors ça paraît bien sûr, ça paraît une évidence, mais je pense que le progrès, c'est précisément la remise en question permanente de ces évidences. Alors, on peut répondre oui, c'est-à-dire qu'à toutes ces questions, est-ce qu'il faut conserver la culture minière, visiter le château de Versailles ou la cathédrale de Notre-Dame de Paris? La réponse sera certainement oui, mais je pense que c'est plus intéressant si on sait pourquoi on répond oui. Voilà. Et donc, remettre en cause ce qui peut paraître évident, c'est un des moteurs du progrès. Alors ensuite, sur ce lien entre le passé et le présent, on a parlé de nostalgie, on a parlé de contemplation. La nostalgie ou la contemplation sont du côté de l'émotion. On ne peut pas non plus rejeter dans les structures. Je dis toujours que dans nos structures, ce qui est intéressant, c'est à la fois, on vient y chercher du savoir et du plaisir. L'émotion est du côté du plaisir. Et donc, la nostalgie, la contemplation, etc., qui sont du côté de l'émotion, peuvent être des moteurs de la réflexion. Et à mon sens, elles doivent être des moteurs de la réflexion. Donc, il ne faut pas forcément refuser ou ne pas tenir compte de l'émotion, mais à condition qu'on n'en reste pas simplement sur l'émotion. On parlait tout à l'heure en aparté des parcs d'attractions. Sur les parcs d'attractions, vous avez des émotions, bien sûr. Vous avez même des sensations fortes, on appelle ça des sensations fortes, mais ça n'est pas suivi d'une réflexion et qui vous permet de vous enrichir culturellement. Donc l'émotion, oui, bien évidemment, elle fait partie du plaisir, mais en même temps, on l'a vécu hier dans les visites d'entreprise aussi, hein, cette émotion, ce côté spectaculaire parfois, mais ça doit déboucher sur une réflexion, et une réflexion qui met en perspective le passé avec le présent et l'avenir. Voilà. C'est à partir de ce moment-là, je crois, que l'on peut dire oui,
le projet de visite d'entreprise ou d'instauration d'un site culturel est un projet intéressant. Voilà, on est sur des racines qui font la mémoire, ce sont aussi des racines dans lesquelles on peut puiser un certain nombre d'énergie et d'idées aussi peut-être pour pouvoir monter des passerelles et être peut-être, ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, mais profiter de ce passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Oui, c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, au centre historique minier, on le sait bien, puisque tous nos visiteurs bénéficient d'une heure de visite guidée. Donc, il y a un dialogue qui se noue avec le visiteur. Donc, on a un contact pendant une heure avec 160 000 visiteurs, ce qui n'est pas le cas pour les autres musées où le visiteur entre, repart, sans qu'on sache forcément ce qu'il a pensé de sa visite. Et on se rend compte de cette façon que les questions que se pose le visiteur évoluent avec le temps. Il y a quelques années, les questions, elles sont encore là, mais les questions essentielles il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, elles étaient liées aux énergies, à l'environnement, etc. L'écologie, donc pourquoi le charbon, les énergies renouvelables, etc. Depuis 2-3 ans, le questionnement des visiteurs tourne plutôt autour des valeurs liées au travail. Dans un monde, la France est un pays qui est en perte de son industrie et donc en perte d'emploi, en perte de travail. Et il y a aujourd'hui une sorte de préoccupation et une recherche de valeurs qui étaient liées au travail. Alors on peut avoir cette nostalgie du temps où tout le monde avait du travail, où il y avait une convivialité dans les cités minières, etc. Donc on peut retrouver ce passé, peut être source de nostalgie. Mais en même temps, donc la question qui se pose aujourd'hui et la recherche des visiteurs aujourd'hui, elle est sur le lien social, comme si on était en train de perdre un lien social sur le lien social qui était inhérent aux valeurs du travail. Le tourisme industriel, c'est aussi pour certains sites un magnifique observatoire de la société d'aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Mais même, je dis souvent aussi que le fait, quand on répond à la question oui, il faut conserver la culture minière, peut-être que dans 50 ans, les gens se demanderont pourquoi on a fait ça. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est aussi le reflet de l'histoire contemporaine. Très bien. Voilà, pour cette, à moins que vous ayez autre chose à ajouter par rapport à cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant à la deuxième partie, la deuxième table ronde, puis la troisième. Et après, le micro baladeur va vous être proposé pour que vous puissiez poursuivre la discussion avec les personnes qui sont en face de vous. Table ronde numéro 2. Table ronde numéro 2. Voilà. Donc, quels sont les acteurs territoriaux du tourisme industriel qui sont impliqués, mobilisés bon, alors, c'est Stéphanie Thieffry, surtout, je vais interroger, et qui va nous donner un petit peu quelques indications. Alors, Stéphanie, s'agissant de la table ronde et de la visite d'ailleurs, bon, on peut voir là, là, les acteurs sont en première ligne et ils sont très sollicités. C'est pas forcément un rôle évident pour eux. Oui, tout à fait. Il y avait la Chambre de commerce d'industrie région Nord-de-France qui prenait la parole, ainsi que la conservateur donc, de la bibliothèque municipale de Lyon. Et les offices de tourisme étaient très présents dans l'Assemblée et ont beaucoup échangé, beaucoup posé de questions, beaucoup témoigné. Donc les acteurs, en effet, ils sont identifiés. Chacun a un rôle à jouer et surtout, ce que j'ai ressenti en fin de compte, c'est qu'il y a peut-être à développer du travailler ensemble. On sent la Chambre de commerce et d'industrie peut-être, j'allais dire, se pose des questions sur pourquoi ouvrir des entreprises aujourd'hui et essaie en tout cas de faire le lien, eux, avec les chefs d'entreprise et leur expertise et leur accompagnement, et se pose des questions. Les offices de tourisme se sont beaucoup posés de questions, à savoir en termes de contenu, en termes de médiation, en termes de promotion, en termes de logistique. Qu'a-t-on à jouer comme rôle dans ce cadre-là, dans le cadre de ce tourisme industriel ? Et puis on a découvert aussi des acteurs, enfin en tout cas pour moi, mais je pense que c'était pareil aussi pour les offices de tourisme, ils pourront en témoigner tout à l'heure, la bibliothèque municipale de Lyon qui a joué un rôle tout à fait... Alors ça c'est plus qu'une c'est une découverte certes, mais c'est vraiment c'est la bonne pratique, ce sont les exemples à suivre, ça prouve que ça existe et donc on peut le transposer, quoi. Exactement. Donc la bibliothèque municipale de Lyon est à l'origine d'un projet d'exposition qui a permis justement ce travail
collaboratif. Anne Meyer l'a très bien dit. On a travaillé non seulement avec les centres de documentation, les bibliothèques, les archives, pour donner du contenu, pour donner de la documentation, pour raconter les entreprises. Ils sont allés chercher des objets, ils ont discuté avec les entreprises qui ont adhéré. Ils sont allés chercher aussi des écoles de formation pour impliquer des étudiants pour la conception même de l'exposition. Et le public est au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, ils ont 42 000 personnes en visite sur ces expos, à la fois du public scolaire et du public individuel. Donc, c'est ce qui me permet de dire aujourd'hui, en termes de restitution, que le travailler ensemble, chacun a son rôle à jouer dans la visite d'entreprise, dans le tourisme industriel, dans la mise en valeur du patrimoine industriel. Les OT, avec leur expertise de médiation, de promotion, la chambre de commerce auprès des entreprises en termes d'accompagnement. Et je pense que le fait de ne pas se rencontrer peut-être suffisamment sur ce point-là fait qu'aujourd'hui, on est peut-être un petit peu tous en train de brandir, j'allais dire, ou des contraintes ou des freins. Et finalement, on n'a qu'une seule envie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Vous pourrez le témoigner. C'est de travailler sur des projets à venir. Alors, vous avez dit le mot contrainte et frein. C'est vrai, lorsqu'on est seul un peu vis-à-vis des entreprises, par exemple, ou vis-à-vis d'autres acteurs, on peut, avoir, pas l'envie, mais le réflexe d'être prudent et de ne pas avancer. Je veux dire qu'il y a parfois des fausses bonnes raisons de ne pas avancer. Et l'exemple de Lyon montre qu'il faut parfois passer outre, il faut non pas passer en force, mais être proactif, parce que tout le monde est content au bout du compte, quoi. Exactement. Je crois que chacun, dans son coin, évidemment, on peut tout de suite baisser les armes, mais cet exemple prouve que, en concertation, en collaboration avec différents organismes, on peut en effet avancer et co-construire. Hein. L'idée, c'est pas d'y aller à marche forcée, mais c'est de co-construire ensemble une dynamique sur ce thème-là. Voilà. Alors, justement, la déclinaison, ça a été ensuite de voir ce qui se passait. Il y avait Axter, d'une part, et puis un laboratoire. Vous les avez visités, bien sûr. Vous les avez vus. Et là aussi, l'expérience est intéressante parce qu'on n'est pas sur du spectaculaire ou quelque part des choses qu'on irait voir spontanément. Hein. C'est un peu ingrat, quand même, l'entreprise Axter. Ingrat au niveau de l'entreprise, mais de ce qu'on y découvre, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que c'est pas très glamour de voir la fabrication de supports d'étanchéité, de carton bitumé, voilà. On peut se dire aussi c'est un peu sale, c'est pas très, voilà. Et pourtant, alors bon, je laisserai aussi s'exprimer les personnes qui ont suivi la visite parce que ça me paraît intéressant. Je suis pas le seul filtre finalement. On a senti véritablement là une disponibilité, une qualité d'accueil. On se sentait un peu VIP dans cette entreprise. Le personnel, une fierté aussi. Voilà, le personnel vient vous saluer, vous serre la main. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le directeur en personne était là. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, j'ai entendu hier dans les débats, il faut que ces visites soient un petit peu un événement. Il faut qu'on se sente vraiment, j'allais dire, un peu VIP, qu'on soit accueilli voilà, par l'équipe entière. Et on ressent exactement la même chose dans nos métiers en tant qu'office de tourisme. Je pense que si toute l'équipe est mobilisée sur l'accueil, on a de la qualité qui se dégage. Et là, franchement, même si au départ le produit n'est pas en effet très spectaculaire, le fait que cette disponibilité, cette qualité d'accueil, cette écoute que l'on a eue, moi on a passé vraiment un moment intéressant et formidable, quoi. Quelque part, on ressort enrichi. Voilà, même si le produit ne vous laisse pas forcément, il n'y a pas d'émotion particulière, mais je crois que l'humain, le contact est très important. En fait, on voit bien que pour qu'une entreprise ouvre, il faut que ce soit une décision du directeur ou du patron de l'entreprise, mais c'est pas le patron qui ouvre, c'est l'ensemble c'est l'ensemble de l'entreprise, c'est le patron et tous ses salariés. Voilà. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Ce qui se dit aussi ce qui s'est dit aussi, que ce soit sur la table ronde ou ce qu'on a vécu dans les circuits, c'est qu'en effet, la médiation, là, et le contenu est très important.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc ça ne s'improvise pas, ça aussi je l'ai entendu, les offices de tourisme l'ont dit, ça ne s'improvise pas, il faut que ce soit préparé. Et puis il ne faut pas avoir peur aussi de, j'allais dire, dévoiler l'entreprise telle qu'elle est. Hier chez Axter, on a senti que le directeur pouvait dire oui, au niveau des odeurs, on peut parfois, au niveau de notre environnement et des riverains, on n'est pas toujours très très bien perçu. Mais peu importe, justement, leur visite est destinée parfois à certaines occasions aux riverains, à leurs voisins, pour justement leur faire comprendre que oui, ils dégagent peut-être des odeurs qui ne sont pas, mais ils ont un rôle à jouer en termes de développement économique. Ils font des choses, parce que c'est vrai que le directeur, c'est peut-être un petit manque de la visite, nous a dit après qu'il traitait les odeurs, ils avaient des outils pour le faire. C'est dommage parce qu'on ne l'a pas vu dans l'entreprise et il faudrait lui dire de justement le montrer parce que c'est tout à fait intéressant. Et quand ils accueillent ces personnes-là, ils font une véritable communication extérieure de proximité certes, mais qui est importante. Il y a aussi un outil de communication interne parce qu'on voit bien que les équipes sont mobilisées, vous accueillent, sont là, sont présentes. Donc la médiation, le contenu, tout ça est important. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est dit hier, que ce soit au niveau de la table ronde ou au débrief de nos circuits. Il y a une démarche, il faut être professionnel et l'humain. Alors le laboratoire, là aussi, on n'est pas dans l'industrie, au sens strict au sens du terme, puisqu'en fait, c'est un laboratoire, c'est Archéo. Bon. Et pourtant, ce laboratoire s'inscrit vraiment dans le tourisme industriel. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, on a découvert, alors que l'archéologie... C'est déjà une super vitrine pour le territoire, on va dire. Voilà, l'archéologie, ça vous fait plutôt... c'est plutôt une image finalement qui vous fait regarder dans le rétroviseur, carrément, à des années-lumière de notre époque. Et pour autant, des outils hyper performants, une technologie de pointe appliquée à des objets très anciens. Donc il y a quelque chose qui est captivant. On vous retrace l'objet d'une vie. À la limite, j'allais dire, c'est complémentaire au futur Archéos, au futur musée, projet de musée donc, qui va être inauguré le 21 juin, qui va mettre en valeur ces collections. C'est de savoir comment ça se passe. Et ça, c'est une très bonne, j'allais dire, à la limite, ça devrait être proposé quelque part à certains moments, parce qu'on ne peut pas le faire, évidemment, pas à tous les moments, mais que les gens comprennent qu'avant d'être exposé dans une vitrine, cet objet a subi des traitements, a été étudié, analysé, et ça, c'est très intéressant. Donc, par rapport à Axter... Là, il faut de la technique, il faut de l'industrie, il faut l'usinage, il faut tout un processus. On n'arrive pas comme ça. Il y a des gens spécialisés, il y a des véritables compétences très, 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 très pointues. Et ça a été une véritable découverte. Et là, une dimension peut-être un petit peu plus culturelle à cette visite. Alors qu'au départ, on peut se dire, bah oui, on est dans un laboratoire, c'est industrie, c'est pas industrie. Bon, on peut se poser des questions. Là, un véritable intérêt culturel. S'il n'y avait pas une industrie, il n'y aurait pas de labo. Exactement. Et là aussi, le pouvoir de médiation et le pouvoir de la personne qui vous accueille. Pierre de Molon, archéologue passionné, qui sait transmettre, qui sait vous... Voilà, même si les machines étaient à l'arrêt, c'est peut-être ce qu'on pourrait peut-être regretter, mais on arrive un petit peu plus tardivement que prévu. Voilà. Toujours la même chose, un contenu intéressant, accessible, une vulgarisation, parce que l'archéologie encore, c'est pas accessible pour tous, et la personne qui est là pour vous raconter l'histoire d'un objet, c'est important. Voilà, donc des mots-clés qui sont contenu, médiation, humain, travailler ensemble, c'est ce qui ressort du témoignage. Exactement. Dernier mot, puisque vous êtes là, juste en face de moi. Ces assises, bon, c'est pas le sujet de la table ronde, ces assises, elles ont eu lieu aujourd'hui et sans vouloir dire ce qui va se passer ensuite, on ne sera peut-être pas le point final de ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, l'idée de ces assises, c'est que c'est un point de départ, on l'espère en tout cas, et je pense que la région et nos financeurs, communauté d'agglomération du Douaisis et communauté de communes de Cœur de Strevent, on débriefera bien sûr avec eux, mais je pense qu'en effet c'est le point de départ pour enclencher une démarche à l'échelon régional et à l'échelon territorial, pourquoi pas, sur cette thématique. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais enfin c'était intéressant peut-être d'en dire deux mots
juste maintenant. Voilà, on arrive maintenant à la table ronde numéro 3 avec Jean-Luc Vermenton. Alors, elle va s'afficher, effectivement. Voilà, c'est les retombées, les bénéfices qu'on peut attendre pour une entreprise et ou un territoire. Il y avait un circuit, c'était le circuit numéro 2, C2I, et puis CI carré, et puis l'école des mines. Bon, alors, on est assez intéressé de savoir comment vous avez vécu, ressenti à la fois la table ronde et puis la visite. Vous qui venez de Nantes, avec un autre projet architectural et territorial, comment vous avez vu les choses? Comment vous les avez ressenties? Bonjour à tous. Donc, en fait, quand je suis intervenu dans cette table ronde, j'avais en tête le titre qui m'avait été proposé à l'origine dans le pré-programme. Ce n'était pas seulement les retombées à attendre pour une entreprise ou un territoire, c'était les retombées objectifs bénéfices du tourisme industriel. Donc on est bien là aussi sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'une retombée finalement. Et je pense que ce qui a été montré par à la fois moi sur effectivement la présentation de l'île de Nantes en focalisant sur les anciens chantiers navals et ce qui se passe autour actuellement, et puis aussi par les deux collègues du comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis sur l'action qu'elles mènent sur les visites d'entreprises qu'elles font, entreprises d'ailleurs au sens large, hein, montre bien que la question de la retombée en tant que modèle économique, en tant que retombée économique automatiquement associée dans la tête des gens, ça ne suffit pas, quoi. Et donc, par rapport aux exemples, je pense en particulier à ce qu'ont montré Sophie et Anne sur la Seine-Saint-Denis, c'est l'idée que l'entreprise peut se visiter en effet. Elle mène pas moins que presque 1000 visites aujourd'hui annuellement, donc c'est quelque chose d'énorme hein, sur leur activité. C'est aussi le message aussi, c'est que pour faire ça, il faut avoir un vrai service. Donc il y a aussi un engagement institutionnel fort de la part à la fois au sein des CDT ou des gens qui les financent pour faire là-dessus. Donc il y a au moins 5 permanents qui travaillent sur cette opération-là annuellement, hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement fort, hein, ça c'est vraiment important. Je pense que l'engagement institutionnel, c'est du boulot, quoi, c'est des embauches. Oui, un engagement fort et puis une vraie volonté politique. Et alors, mais voilà, mais seul premier point, c'est on ne fait jamais ça gratuitement, quoi. Donc il y a toujours un engagement à faire là-dessus. Et ce qui m'intéresse en fait dans ce qui a été dit à la fois par le CDT 93 et puis ce que je révélais aussi de Nantes, c'était l'idée que oui, retombée économique, mais la retombée, c'est pas que ça. Et donc, si on parle de tourisme, et en particulier en industrie, mais je pense qu'on pourrait ouvrir ça à la lecture du tourisme dans son ensemble, c'est l'idée que s'il y a une retombée, c'est une retombée de valeur, mais que la valeur, elle n'est pas juste sonnante et trébuchante, elle est culturelle. Et donc, la notion de valeur culturelle est tout à fait importante, et que les enjeux qui passe autour finalement de la liaison qu'on avait développée hier sur la relation tourisme et culture, elle est absolument essentielle en termes d'enjeux sociétaux au sens large. Et donc l'appropriation culture-tourisme, elle est effectivement sur une relation, sur l'intimité de la relation qu'on peut mener entre le soi et l'autre. Le soi, c'est l'habitant, c'est le citoyen, et l'autre, c'est celui qui vient voir. Étant entendu que nous sommes toujours l'autre de quelqu'un, puisqu'on va être le touriste à un moment donné de quelqu'un ou pour quelqu'un. Donc on est bien là dans une relation dialectique très très importante entre la question du territoire, de son identité et finalement de son attractivité, mais tout ça n'étant pas seulement qu'un comptage de cars sur le parking, étant très clairement aussi un enjeu territorial d'identification. J'aime pas le mot identitaire parce qu'il est un peu connoté mal par certains, mais d'identification en tout cas. Ça, c'est un message très, 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 très important à comprendre. Et ce qui se passe aussi, c'est du coup l'idée que justement, ça emmène et ça engage peut-être d'autres relations au tourisme que la simple relation à la valorisation économique. Le fait, par exemple, que dans le 93, elles engagent des visites, encore une fois nombreuses, quasi gratuites par rapport à leur coût, enfin une balade le long du canal qui dure une journée, c'est 8 euros. Ouais, c'est ça, 7-8 euros. C'est de l'ordre de la gratuité. Donc on est là sur un accompagnement qui est lié à la présence sur place des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation de médiateur qui vient visiter, qui fait visiter le lieu à la place de son habitant.
Je prends le mot habiter au sens large, bien entendu. Ça peut être un restaurateur qui va de Seine-Saint-Denis, qui va à Rungis et qui se fait accompagner par 4 personnes qui le regardent faire, et ça se passe. Voilà, ça c'est un produit qu'ils proposent régulièrement, voilà, effectivement. C'est un produit qui est présenté par eux, ou tel employé de la RATP qui, dans un entrepôt ou un dépôt, présente ces choses. Donc il y a cette notion de fierté en fait du travail et de l'explication. Ça rejoint un peu la qualité de ce que tu as vu toi dans ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'activité non noble. Ça, je crois que c'est aussi fondamental. Et il y a aussi donc une relation entre l'ensemble des activités sur place qui doit être révélée dans leur variété, voire dans leur éclectisme, mais qui me paraît tout à fait intéressante à comprendre. Et donc là, il y a alors j'avais fait un peu de provocation hier, j'avais parlé, parce qu'on parlait de tourisme social et de tourisme qui avait peut-être une façon économique de faire du tourisme, une façon sociale de faire du tourisme, et j'en étais venu à provoquer un peu la salle en parlant de tourisme de droite et de tourisme de gauche. Donc on est sur des... Mais ceci dit, c'est des enjeux qui sont intéressants parce que ça pose aussi la façon dont certains acteurs lisent ce territoire-là. Et typiquement sur l'île de Nantes, on a donc un site de chantier naval, l'ancien chantier naval, donc un site typiquement industriel et de patrimoine industriel avec la puissance que certains d'entre vous lui connaissent déjà. Et ce site extrêmement puissant est occupé et réoccupé actuellement par, pour faire court, ce qu'on appelle les machines de l'île et d'autres éléments comme ça. Donc il y a un éléphant qui se balade, qui est un éléphant automatisé, pas automatisé, mais robotisé, qui fait juste 40 tonnes, 10 mètres de haut. Enfin, c'est un truc assez monstrueux. Un éléphant. Et c'est un vrai éléphant, quoi. Mais non, vraiment, tu vois, c'est beaucoup plus gros que les vrais, quand même. Mais ça magnifie aussi une partie de cette question de l'échelle et de la monumentalité dans la ville. Donc ça, c'est encore un autre débat urbain. Mais là, du coup, il y a une partie des acteurs sur place, et en particulier des acteurs associatifs, qui n'aiment pas du tout cette histoire-là. Et donc ça pose la question, voire jusqu'à dire, je cite Jean Relais, le président de la Maison des données techniques, dans un article du Monde il y a quelques années, qui parlait de lutte des classes culturelles. C'est-à-dire que cette espèce de boboisation de l'usine, pour lui, est juste scandaleuse, à son sens. Et donc il y a une opposition entre les tenants de l'authenticité du lieu, qui seraient ceux qu'ils définissent comme étant une culture ouvrière, et puis les tenants d'autres choses, qui seraient les sociotraîtres bobos. Et donc on est bien dans quelque chose. Moi, je me situe à peu près au milieu de tout ça quand même. Mais on est bien dans des enjeux qui sont extrêmement intéressants sur le sens du lieu. Qu'est-ce qui fait lieu? Est-ce qu'une activité est-elle signifiante? Est-elle significative du lieu ou est-elle signifiante d'autre chose? Et comment finalement l'évolution du lieu se fait? Quand on parle du quartier de la création à Nantes, on parle des industries culturelles et créatives. On parle donc d'un système, d'une nouvelle économie qui est basée autour du numérique, du design, de l'architecture, etc., dont je suis d'ailleurs moi-même un acteur du point de vue de l'université, et qui finalement interroge ou pas le sens ancien. Et donc là, il y a une discussion qu'il ne faut pas ignorer du tout, quoi, entre ce nouveau type de culture, voire d'acculturation, qui serait lié à ce qu'on a défini un peu hier, d'ailleurs, que j'ai entendu parler de troisième révolution industrielle. Donc c'est des mots qui ne sont pas neutres, hein, tout ça. C'est pas juste les 34 projets Montebourg, quoi, cette histoire de troisième révolution industrielle. C'est pas, voilà, je dis pas que je suis pas pour les 34 projets Montebourg, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a une globalité globale qui Sachant que le Nord-Pas-de-Calais est très impliqué effectivement voilà, dans cette entendu, démarche. Et donc là, il y a quelque chose d'extrêmement fort sur qu'est-ce qui signifie, comment on signifie les choses, et comment en effet on discute de cet enjeu entre ce qui est mémoire, ce qui est patrimoine, voire avec un peu de nostalgie. Personnellement, j'aime pas trop la nostalgie, mais c'est vrai que c'est pas une valeur qui est négative tout le temps. Je suis d'accord avec toi. Et comment cette relation à l'identité territoriale et donc à une assise autour d'une histoire et d'un passé, c'est ça l'identité territoriale, hein, c'est pas autre chose. Hein. Et donc on est là sur des enjeux qui sont, à mon avis, très intéressants à comprendre entre la relation conflictuelle ou pas entre la mémoire et les nouvelles activités. Moi, je pense que c'est ça, à tous les enjeux, et avec aussi, en particulier dans le tourisme industriel, ce qui est de la culture patronale et de la culture ouvrière qu'il ne faut jamais ignorer. Comment ça, ou pas, ça marche ou pas. Et donc là, il y a des enjeux qui sont des enjeux très, très intéressants.
Et je ne l'avais pas dit hier, mais c'est vrai que une des qualités de ce qui se passe à Nantes depuis quelques années, c'est qu'on a réussi, à l'époque j'étais à la DRAC, on a réussi à mettre autour de la table une association plutôt patronale, entreprise et patrimoine industriel, et des associations qui sont typiquement ouvrières, comme les gars de la Navale. Et donc là, et ça a marché, quoi. Mais là, c'est de l'humain. C'est des zones de bonne volonté qui se mettent autour d'une table pour... Ouais, mais pas que. Il a fallu leur expliquer quand même. Très bien. Et puis, bon, dernier point, puis ensuite je passe la parole à la salle, c'est que dans toute démarche qu'on met en place, quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, c'est pas parce que c'est du tourisme industriel que ça ne doit pas être une démarche de professionnel. Exactement. Ça, c'est fondamental. C'était ma remarque de départ, mais je crois que c'est très important. D'accord. Oui, je voudrais vous recommander 2 livres, en fait, puisque tu as parlé de la nostalgie. Jean-Louis, donc je vous recommande ce livre de Barbara Cassin qui s'appelle La nostalgie, justement, où elle expose l'étymologie du mot, en fait. Nostalgie, nostos, c'est le retour, et algie, comme on retrouve dans antalgique, c'est la douleur. La nostalgie, c'est la douleur du retour, en fait. Donc la douleur d'évoquer le pays natal, par exemple, qu'on a dû quitter, et puis aussi la douleur du trajet pour y retourner, comme on voit dans l'Odyssée d'Ulysse, en fait. Donc cette nostalgie, c'est, comme disait Monsieur Dubuc, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'émotion, quoi. Et on l'a rencontré dans la 2e visite qu'on a fait hier à la verrerie la verrerie d'en haut, à Aniche, quoi, où il y avait une présentation qui effectivement était assez du côté de la nostalgie, mais qui était faite avec tellement d'humanité et de comment dirais-je, de façon tellement vivante que c'était un plaisir, même si effectivement c'était plutôt quand même du côté du passé. Et le deuxième ouvrage que je voudrais vous recommander, c'est l'ouvrage de Mémoire du travail, donc mon association, qui a réfléchi à la question du pourquoi, justement. Moi, ce qui me semble émerger beaucoup de cette réflexion, c'est penser les choses, quoi. Penser les choses sans arrêt, tout en les faisant, en fait. Et c'est pas une chose facile, en fait, parce qu'on est embringué dans l'action et très vite, on est plongé dans la routine, dans le faire, en fait. Mais penser les choses sans arrêt, M. Dubuc parlait de ça justement hier, sans arrêt se poser la question du pourquoi. Et ce petit livre vous permet d'évoquer cette question du pourquoi. Je vois par exemple, je vais en terminer avec ça, c'est une incitation à penser, ce petit livre. Mais il pose la question du pourquoi engager un projet mémoriel, par exemple, pour connaître, faire le deuil, légitimer, transmettre, réunir, interroger, mobiliser. Donc toutes ces pistes sont évoquées dans ce petit livre qui coûte 14 € et que vous pouvez acheter tout à l'heure. Voilà. Tu as été très bon. Voilà, merci. Je voudrais que maintenant vous puissiez prendre la parole. J'ai le micro entre les mains si quelqu'un veut poser une question. Oui, monsieur. Jacques Verlaine. Bon, je vois que le titre, c'est Assise régionale du tourisme industriel, régional. J'ai entendu que vous souhaitiez qu'on dise pourquoi tourisme industriel. Il me semble que dans notre région Nord-Pas-de-Calais, il est indispensable, si on veut relier le tourisme industriel au tourisme classique, il est indispensable d'expliquer comment nous sommes passés de la révolution industrielle du 19e à la situation actuelle, et de l'expliquer non seulement du point de vue de la technique, mais également de l'expliquer du point de vue des relations sociales. Et si on n'explique pas ce passage, je crois que le tourisme industriel n'apportera rien à la région Nord-Pas-de-Calais. La remarque que je voulais faire. Et un tout petit exemple, j'ai été hier à la visite d'Axter, et lorsque le directeur a expliqué qu'il y avait sur ce site une petite raffinerie au XIXe siècle et que ça s'était transformé en de production d'enduit, j'ai trouvé que là, il a porté quelque chose à la région Nord-Pas-de-Calais en matière touristique. Alors c'est une remarque, pas forcément obligé d'apporter un complément, sauf si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Oui.
Merci, je vais abonder dans le sens de monsieur Verlaine. C'est vrai que cette visite d'Exter était extrêmement intéressante et très frustrante aussi, puisqu'effectivement la dimension historique était finalement peu présente. Pour une entreprise qui a quasiment un siècle et demi d'existence, c'est étonnant de voir à quel point finalement c'est peu mis en avant, alors qu'on pourrait faire une comparaison très simple qui est celle de Michelin sur Clermont-Ferrand, qui, comme cette entreprise a importé à un moment donné un produit, donc le bitume d'un côté, le latex de l'autre, et on se retrouve avec des entreprises qui ont quasiment 150 ans. Cette dimension-là, elle était absente et c'est vraiment dommage parce qu'elle permet de comprendre l'évolution de ce pays-là. Sur le pourquoi du patrimoine industriel, donc c'est une question qu'on se pose depuis 40 ans, voilà, à laquelle on a des réponses, alors je ne vais pas dire qui évoluent, mais qui sont aussi d'une évidence. C'est-à-dire qu'on se dit pourquoi protège-t-on une église, pourquoi protège-t-on un château, pourquoi ne protégerait-on pas une usine? Je crois que l'évidence, elle est que ça renvoie effectivement à notre histoire, que l'histoire du travail, de la technique, c'est notre histoire et que nous avons tous un besoin de pouvoir comprendre nos origines. Et nos origines, c'est pas juste l'origine de la famille, c'est l'origine d'une communauté à laquelle nous appartenons. Donc cette dimension-là, elle est importante. Sur la table ronde des acteurs, je crois qu'on a oublié de parler des universités. Et pour le coup, j'aimerais que l'on pense un petit peu à nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour arriver à faire un lieu comme celui-ci, il y a au préalable des études historiques qui ont été fondamentales, hein, là aussi, qui continuent. Les archéologues ont leur part aussi. Et la connaissance, elle se construit dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc c'est aussi un message que je veux faire passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les historiens, il y a les géographes, les sociologues, voilà, il y a les anthropologues. Enfin, on est tous là et on construit. On a tous notre part dans cette construction-là. Et il me semble que sur des projets de valorisation du territoire, que ce soit du point de vue de la culture, du tourisme ou du patrimoine, il faut absolument faire appel aux universitaires. Voilà. Alors là, c'est pas Jean-Louis qui va contredire. Bah évidemment, tu prêches un convaincu. Monsieur le vice-président de l'Université de Nantes. Un des vice-présidents. L'idée de la connaissance. Alors évidemment, on plaide nous deux pour l'université avec Florence, c'est clair, mais il y a d'autres établissements aussi. Mais ce qui est intéressant à saisir, c'est par exemple le cas des initiatives du comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis est justement basé sur cette connaissance fine du territoire avec les acteurs. Il se trouve que là, en l'occurrence, c'est aussi des engagements institutionnels, c'est-à-dire des liens entre le travail extrêmement important de connaissance du patrimoine que mène le Conseil, qui est mené en Seine-Saint-Denis, à la fois par le Conseil général en appui des missions de l'inventaire régional. Donc il y a Nicolas Pierrot, il y a, comment s'appelle-t-elle, Evelyne Laure, enfin, etc. Il y a Antoine Furiot au niveau archi. Donc il y a toute une équipe extrêmement impressionnante d'historiens de l'art et d'historiens tout court, qui sont, et puis effectivement d'autres choses. Pour rebondir sur ce que dit Florence, c'est aussi rebondir sur cette question de la connaissance du multiple et de la façon dont on peut interpréter ce multiple d'un point de vue interdisciplinaire. Ça, c'est absolument fondamental pour nous en termes de connaissances pures, de connaissances académiques, mais aussi de connaissances, on va dire, appliquées sur ces problématiques-là. On a bien vu que la question de l'économie, elle est là, mais c'est la question de la culture, c'est la question de la société, c'est la question du territoire, donc c'est la question de la géographie. Et puis, c'est la question des sciences et des techniques qui sont en jeu dans cette question-là, dans ces situations-là. On a parlé de labo, on a parlé de recherche, on n'a pas parlé de ce qu'on avait vu à l'école des mines hier aussi, mais c'est des enjeux comme ça de compréhension de la construction du territoire, à la fois sur l'interprétation et la compréhension de ce qui se passe en termes de recherche et de développement, mais aussi en termes, pour nous, dans ce débat autour du web, de valorisation et donc de compréhension en tant que valorisation de ce qui se passe aussi. Donc là, on est sur des enjeux extrêmement forts et la connaissance académique a toute sa place, bien entendu. De répondre un peu maintenant à la question de monsieur. Je ne sais pas si c'est une réponse qui est dans le champ de votre question, mais à la table ronde à laquelle j'ai participé, on a parlé donc de l'écomusée de Fourmies. En fait. Bon. Fourmies, donc un écomusée qui parle de la mémoire du travail dans une région où il y a, si j'ai bien compris, 34% de chômeurs. En fait. Donc on parle du travail dans un pays où il y a une perte du travail, quoi. Et je me demandais à ce moment-là quel sens ça peut avoir pour les habitants en fait, de Fourmies d'aller dans ce lieu qui parle de mémoire industrielle alors qu'eux ont un taux de chômage absolument énorme, quoi. Voilà. Parce que c'était
un peu dans ce sens-là que vous posiez cette question. Il faut aller plus loin. C'est-à-dire ce que les habitants de la région peuvent apporter pour transformer disons, l'aspect industriel et technique de la région. Je crois qu'ils ont des qualités qui peuvent être utilisées et je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours utilisées. Alors, oui. Corinne d'abord, Corinne Créqui. Et ensuite Tristan. Oui, Corinne Créqui, donc pour la communauté d'agglomération du Douaisis. Donc moi, je suis directrice de la prospective. Donc les questions de tourisme, puisque Christian Poirel l'a dit hier en introduction, le tourisme n'est pas une compétence de l'agglomération, même si la loi de décentralisation prévoit que le tourisme devienne peut-être une compétence obligatoire des agglomérations d'ailleurs. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas cette compétence. Pour autant, effectivement, on s'occupe de tourisme par rapport effectivement à notre compétence développement économique, ça a été dit hier. Moi, ce qui me semble important sur ces assises, c'est effectivement impérativement de répondre à la question du pourquoi. D'abord, pourquoi le tourisme chez nous, en région Nord-Pas-de-Calais, qui n'est pas effectivement quelque chose comme ça d'ancré, et pourquoi le tourisme industriel, et pourquoi je pose cette question du pourquoi, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse, il faut que les élus, je pense, parce il faut un portage politique important quand même dans une politique touristique, ne serait-ce que parce que c'est une politique à financer, et que les financements se font de plus en plus rares. Et d'ailleurs, je vais juste donner une indication, mais par exemple, dans les prochains programmes européens ou dans les prochains contrats de projet État-région, la thématique du tourisme n'apparaît pas. En tout cas, dans l'Europe, pas du tout. Dans le CPER, on est en train d'essayer d'apporter une touche. Donc ça montre quand même aujourd'hui l'importance de comprendre pourquoi il faut soutenir effectivement une politique touristique. Donc là, il me semble qu'il faut absolument effectivement faire comprendre aux élus quel intérêt pour eux ils ont à aller mettre de l'argent dans du tourisme et dans du tourisme industriel. C'est pour ça que je tenais hier, effectivement, j'ai posé la question et je suis un peu déçue. Et ce matin, heureusement, quelques réponses apparaissent. Et est-ce que uniquement la retombée économique peut justifier le pourquoi ? Et on en a parlé aussi hier, la retombée économique, bon, ok, on sait bien, l'hôtellerie, la restauration, etc. Mais il me semble qu'il y a une autre forme de retombée qui est beaucoup plus intéressante pour la région, mais je m'excuse, là je vais parler du Douaisis, c'est l'identification du territoire. Parce que nous, on a actuellement des études en cours et on a une étude tourisme en cours, puisque la CAD a effectivement, vous le comprendrez, pris le tourisme à bras-le-corps, puisqu'on a lancé une étude tourisme comme vecteur de création, de développement économique et d'emploi. Il me semble que ça, c'est extrêmement important aussi. Et on se rend compte qu'on n'a pas d'identification sur le Douaisis. Les élus n'en sont pas forcément convaincus. Ils ont vraiment, ils pensent qu'effectivement, on représente quelque chose. Et finalement, les études montrent qu'on ne représente pas grand-chose. Et l'exemple d'ailleurs de l'Archéo, puisque vous l'avez visité hier, et je pense que les gens qui ont visité le service Archéo de la CAD et ses laboratoires montrent qu'on a là une véritable expertise qui est unique en région Nord-Pas-de-Calais, que personne ne connaît. Personne ne connaît, même en région Nord-Pas-de-Calais. Même les élus du Douaisis ne connaissent pas forcément tous ce qu'on fait au service Archéo. Et je retiens une idée d'ailleurs de Stéphanie tout à l'heure. On va inaugurer Archéos effectivement le 21 juin. Pour l'instant, on n'a absolument pas évoqué le fait qu'on puisse proposer des visites effectivement du service en amont ou après, peu importe, Archéos, pour expliquer comment on fait pour en arriver là. Et Archéos me permet de rebondir sur la thématique de la recherche et de l'innovation, parce qu'on parle de tourisme industriel, et peut-être qu'on aurait pu insister un peu plus sur l'aspect recherche-innovation, puisque dans ce laboratoire, on fait de la recherche, parce qu'à partir de l'archéologie, on fait de la recherche, et que ça, c'est complètement ignoré. La visite de l'école des mines hier sur le centre d'ingénierie et d'innovation montre aussi qu'avec de la recherche, on peut attirer effectivement des touristes et voir effectivement, et ça me semble fort important sur cette région,
où on est extrêmement mauvais en matière de pourcentage de PIB au regard de toutes les autres régions sur la recherche, et montrer quand même que des territoires font de la recherche, ça me semblerait important. Et j'en finirai là-dessus. Parce que je vois que Sylvain se rapproche pour me piquer le micro. J'en finirai là-dessus. J'ai juste, et je suis contente que Catherine Bertram vient d'arriver, parce qu'on va peut-être pouvoir quand même en parler un petit peu. On n'a quand même pas beaucoup parlé de l'UNESCO. Or, l'UNESCO, c'est quand même la vitrine, enfin je ne sais pas comment je peux le dire Catherine, mais d'un passé industriel et minier extrêmement important qu'on a voulu complètement gommer il y a 20 ans, puisqu'il y a 20 ans on nous a dit qu'il ne fallait plus jamais parler de ça. Or au jour d'aujourd'hui on en parle et ô combien, pendant combien de temps j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'approprier. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que ce qui a été dit amène commentaire ou pas? Enfin, je crois que ça va bien dans le sens de ce que disait Jean-Louis tout à l'heure. Oui, c'est ce que je disais, mais ça n'appelle pas commentaire, ça appelle renfort de cette notion-là. Très clairement, la question de l'identité, pour moi, le tourisme est un des leviers importants de la question de l'identité territoriale. Et le tourisme ne sera intelligent que s'il pense véritablement à ça aussi, c'est-à-dire à viser tout le monde, y compris les habitants sur place. Tristan. Bonjour, Tristan de Mémoire du Travail. Donc sur la question du pourquoi, et c'est une question qui a été aussi soulevée dans la table ronde numéro 1, on a la question du geste, de la sauvegarde du geste et de l'évolution du geste, notamment donc, dans l'écomusée de l'Avesnois, qui a donc plusieurs antennes où le geste industriel ou artisanal qui a disparu est reproduit. Pour les éditions de la Contre-Allée, l'application tirée à partir des résidences d'auteurs, on suit le geste des ouvriers et le geste de l'écrivain qui a déambulé dans le quartier. Et on a aussi remarqué hier à la table ronde que les nouvelles technologies étaient assez présentes dans la question du comment valoriser la mémoire industrielle. Et les nouvelles technologies sont une évolution du geste industriel. On part d'un savoir-faire qui a disparu, surtout dans des conditions parfois économiques assez difficiles, avec un taux de chômage assez élevé et des métiers qui disparaissent. Donc c'est important de garder ce savoir-faire et de pouvoir conserver une trace. Mais dans la question du comment, les nouvelles technologies remplacent le geste et créent des nouveaux gestes et des nouveaux moyens de communiquer autour de l'histoire d'un territoire, ce qui peut aussi éviter l'écueil de la nostalgie grâce à un nouveau type de médiation. Merci. Oui, madame. Oui, donc Anne Meyer, BM de Lyon. Je me posais la question, est-ce qu'il faut visiter uniquement de vieilles entreprises ou quel lien pouvez-vous tisser avec des startups donc, qui arrivent en région, alors peut-être pas avec la mémoire, peut-être pas avec des racines profondes, mais qui font patrimoine, parce que de toute façon, elles travaillent sur le terrain, donc elles font forcément patrimoine. Et madame, après, quelqu'un veut répondre ou je passe à une autre question? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut évidemment intégrer la totalité du champ, quoi. Je ne sais pas si une start-up fait patrimoine tout de suite, quoi. Mais parce que la notion de patrimoine, c'est encore une idée plus vaste en termes de questions de temporalité. Mais bien sûr, je veux dire, il n'y a pas... si vous voulez, c'est pour ça aussi que je me méfie de la nostalgie, parce que la nostalgie est un phénomène autobloquant par rapport à la question de la réalité présente. Tu vois, cette souffrance sur le retour, c'est quand même le... Voilà. Et donc, il y a, pour beaucoup de gens, il y a une espèce d'état idéal ancien, un peu un âge d'or, enfin, toutes ces conneries, quoi. Je veux dire, si l'industrie ancienne était un âge d'or, enfin bon. Mais alors, ça aussi, la question de la culture ouvrière et la culture d'entreprise, c'est aussi, on en a parlé un peu, c'est la notion du risque, de la santé au travail, de l'environnement. Enfin bon, il y a des tas de choses à tourner autour de ça. Mais je pense vraiment que ça, c'est une obligation sociale de parler de l'actualité en tourisme. Voilà, je passe la parole à Florence aussi qui veut abonder. Oui, absolument. Je suis assez d'accord avec Jean-Louis. La start-up ne fait pas patrimoine. Je pense que ça, c'est pas l'objet. En revanche, elle fait partie du tourisme industriel. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Nous étions l'année dernière à un congrès européen sur les visites d'entreprises sur le tourisme industriel. Et nos collègues anglais nous expliquaient que sur une de leurs dernières opérations, le lieu qui avait reçu le plus de visiteurs était un funérarium. Voilà, donc là aussi, ça répondait à une demande sociale, et c'est une construction sociale qui est des fois inattendue, mais de fait, les gens étaient extrêmement intéressés et avaient visité ce funérarium. Donc je pense qu'il n'y a aucun tabou de ce point de vue-là. Est-ce que je pourrais avoir un exemple de start-up que vous faites visiter dans la région ?
Exemple de start-up dans la région, comme ça, on ne peut pas dire. Alors attendez, clairement maintenant, je sais que ça se lance bien. J'ai une question de madame, et puis et j'ai 2 autres bras qui se sont levés. Alors on va déjà prendre la question de madame, puis ensuite on va passer à la suite des débats. Oui, juste, nous sommes actuellement aux assises régionales du tourisme industriel. Où sont les entreprises? Ce que je vais faire, c'est je vais prendre les 3 questions. Oui, vas-y. Oui, les entreprises, comme je l'ai dit hier, on est allé au contact avec eux sur notre territoire. J'ai rassuré en disant que certaines auraient voulu être présentes. On me l'a redit encore hier quand on est allé chez Axter. D'autres, lorsqu'on leur a donné des arguments différents de ce qu'ils avaient peut-être pu entendre, il y a des freins qui se sont levés. Les brasseurs de Gaillan, notamment, par exemple, qui ne sont pas non plus présents, mais qui, pourquoi pas. Voilà, donc je crois qu'il faut absolument aller au contact avec eux, discuter avec eux, les rassurer, les accompagner pour qu'il y ait une prise de conscience, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, elles ne sont pas là, mais aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Donc voilà, tout est encore à construire. Je sais qu'il reste 30 secondes. Pour répondre à cette question, c'est important. Les chefs d'entreprise ne comprennent pas immédiatement l'intérêt de l'ouverture au public, et notamment la notion de tourisme. Quand on est dans une entreprise, on produit, on travaille. Le tourisme, c'est pendant une période de vacuité, de travail, de loisirs. Et donc, les chefs d'entreprise associent tourisme à loisir. C'est la raison pour laquelle il faut, je pense, et c'est ce qu'on s'efforce au sein de l'association de la visite d'entreprise, de déplacer la visite d'entreprise dans le secteur de la culture et non pas dans le secteur du tourisme. Et leur montrer que ce qu'ils font doit être perçu avec un œil culturel et non pas dans le temps d'un loisir où on est en repos, où on se promène, etc. Si on continue à placer la visite d'entreprise dans le secteur du tourisme proprement parlé, ils ne comprennent pas. Ils comprennent beaucoup plus quand on leur parle de culture. Alors j'ai juste un point ici. Oui, bonjour Diana Palas de Val-le-Bleu, je suis docteur en histoire de l'architecture et je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Tout simplement parce que où sont les chefs d'entreprise? Effectivement, on a beaucoup parlé de visite d'entreprise et j'en suis ravie parce que c'est une thématique qui me passionne. Mais j'ai envie aussi de demander où sont les bâtiments? Où sont les friches industrielles? Comment on définit au final à cette assise régionale, à ces assises régionales du tourisme industriel, celui-ci? Quel est l'objet de l'interrogation? L'entreprise, nous l'avons compris, mais la place du passé à travers la marque tangible que celui-ci laisse, le bâtiment, la friche, comment on en parle, quel discours? C'était autant de questions que je m'interrogeais moi-même en écoutant les propos depuis hier et je continue à me les poser aujourd'hui. Peut-être suis-je trop déformée par ma propre spécialisation. Je vous remercie. Juste un mot. Oui, moi je crois que c'est une question vraiment très importante, surtout dans la région où il y a énormément de friches industrielles. Certains de ces bâtiments, et on en a fait l'expérience à la verrerie d'en haut, de découvrir ces bâtiments industriels dans un cadre paysager, en fait, dans la campagne, il y avait des petits lapins sur la pelouse, etc. Ça avait un caractère très beau, très émouvant, quoi. Et la question qui se pose aux aménageurs, souvent, on le voit par exemple à Lille, c'est qu'est-ce qu'on garde de ces lieux? Qu'est-ce qu'on détruit? On ne peut pas tout garder, évidemment. Si on reconfigure, si on réutilise ces lieux, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on préserve? Qu'est-ce qu'on détruit? C'est ça les questions fondamentales qui se posent à ce moment-là, quoi. Oui, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on préserve, ça c'est une chose, mais comment aussi on construit un récit autour de ce patrimoine-là, qui fait partie de l'identité du territoire. Alors, je vais demander à Florence de vous répondre.
Oui, je pense que j'ai survolé la chose hier dans ma présentation, mais le tourisme industriel a une dimension à la fois patrimoniale et une dimension autour des acteurs économiques. Moi, je n'ai volontairement pas traité du patrimoine industriel parce que ce serait un colloque en soi que de traiter du patrimoine industriel dans la région. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et pour moi, ce n'était pas l'occasion ici de le faire. En revanche, ce qui est évident aussi, c'est que, et le classement UNESCO montre bien qu'il y a aujourd'hui une légitimité du patrimoine industriel sur ce territoire et qu'on entre dans les musées, on entre dans un certain nombre de lieux aujourd'hui facilement. En revanche, entrer dans une usine sur ce territoire, c'est quasi impossible. D'où, je pense, la volonté de focaliser notre attention dans ces assises régionales sur les entreprises en activité. Et je crois que c'est effectivement un des combats, entre guillemets, à mener aujourd'hui pour pouvoir faire le lien entre le passé, le patrimoine et l'activité économique vivante, entre guillemets, aujourd'hui. Ceci dit, je pense que la question de Diana est importante. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté analyse architecturale ou autre présentation. Je vous rappelle que tout le monde va voir une église, pas pour aller à la messe. Et d'ailleurs, désormais, la plupart des visiteurs d'église ne savent même pas ce que c'est qu'une messe. Donc on est plus, quoi, c'est fini. Donc on est là dans un enjeu aussi, je pense que ce que évoque la question du récit que tu présentes, c'est le récit de la ville aussi qui se construit, quoi. Donc on est bien dans un enjeu. Quand on parle d'identité territoriale, c'est l'identité de la forme, bien entendu. Et quand je dis habiter, alors moi ça c'est la première chose que j'ai dite en tant que vice-président de l'université au bureau, c'était de dire, moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont on habite. C'est pour ça que je suis VP immobilier. Donc on est là dans cette question de, on n'est jamais nulle part, et toute activité a un contenant. Fût-ce un contenant ouvert sur des parties ouvertes, etc. Mais voilà, et ce contenant a toujours une forme. Et cette forme, elle est constitutive du sens, de la culture, du bonheur et de la souffrance. Il y a des formes qui font souffrir, il y a des formes qui ne font pas souffrir, etc. Donc ça, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aussi d'explicitation de la forme, bâtie, en l'occurrence, architecturée ou pas, qui sont vraiment très, très intéressantes aussi à saisir. Ouais, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, j'ai pas le bon rôle ici parce que je dois dire que le débat, on va le clore, non pas parce qu'il est clos, mais parce qu'on a maintenant d'autres prestations qui vont se faire. Il montre de toute façon que les visites d'hier et puis les débats qui ont été organisés hier matin, ils font question et ils provoquent effectivement pas mal de réactions. Merci beaucoup d'avoir participé et puis d'avoir voulu poser encore quelques questions. Pardon de devoir interrompre donc le champ de cette table ronde. On va passer à la suivante. Je vous demande d'applaudir pour remercier ceux qui sont intervenus.